C'est un expert en formation de l'aéronautique, comme vous a dit Jacques Hubert, qui va nous parler de la formation à la simulation. Pardon, de la formation par la simulation. Donc, il y a des leçons à tirer de l'aéronautique. Donc, Jean-Pierre Henry, je ne sais pas s'il faut le présenter, il est membre de notre compagnie, membre libre depuis tout récemment, puisqu'il a été élu. Il est navigateur sur Mirage 2000 et formateur sur Mirage 2000. Donc, il continue à voler de temps en temps. Donc, il est dans la réserve. Et donc, il nous a apporté son expérience de la simulation, du team training et de beaucoup d'autres choses dont on peut tirer intérêt. Jean-Pierre, merci encore d'avoir accepté de participer. Merci beaucoup de m'avoir invité, surtout. Oui, on va parler de ça. J'ai une expérience un petit peu d'avoir participé avec Jacques Hubert, Henri Coudane et autres à cette merveilleuse aventure à l'école de chirurgie de Nancy, de la formation en chirurgie robotique. Donc, je m'autoriserai quelques parallèles de ce que moi je peux voir de la troisième dimension, le bloc vu de la troisième dimension. Mais je vais surtout zoomer sur la formation des pilotes et l'utilisation de la simulation. Alors, juste avant, il a été demandé à Chris Simons, est-ce qu'on pourrait avoir des pré-tests pour évaluer, tiens, est-ce que quelqu'un pourrait faire de la chirurgie robotique, est-ce qu'il y a des prédispositions ou pas? Sa réponse, qui souscrit pleinement, c'est juste une histoire de durée d'apprentissage. On a coutume de dire dans un escadron de chasse, tout le monde pourrait être pilote de chasse, même ma grand-mère, c'est juste une histoire de durée d'apprentissage. C'est juste ça. La courbe d'apprentissage qui sera plus ou moins plate. C'est tout. Dans l'armée, on n'a pas de temps à consacrer à des personnes qui n'ont pas ces prédispositions. Donc, il y a une présélection. Une présélection, on n'est pas encore à la sélection sur des simulateurs ultra simplifiés. C'est même pas des simulateurs de vol. C'est des simulateurs pour voir quelles sont nos compétences techniques avec les mains et les pieds. On pilote avec les deux. Et c'est tout. Et c'est très, très performant. Ça permet vraiment de pré-cibler, de se séparer d'entrée de jeu de personnes qui ne font pas ça naturellement. Parce qu'on n'aura pas de temps, malheureusement, à perdre avec eux. Ils ont peut-être des compétences, mais on n'a pas le temps de le faire. Donc voilà, la simulation, je ne l'ai pas inclus dans les slides parce que là, c'était en retour aux questions qu'il y avait. Mais c'est un premier outil de simulation qui est là avant même. On n'a même pas encore les pieds dans l'armée de l'air. On est déjà dans la simulation et c'est comme ça que s'effectue la sélection. J'ai plutôt axé ma présentation sur ce que l'on fait en escadron. Et là, je voudrais vous présenter comment, en gros, les étapes d'apprentissage pour un pilote, comment ça se passe. Bon, alors là, bienvenue à bord du simulateur Mirage 2000D de la base aérienne de Nancy. Et j'ai représenté des courbes assez forfaitairement à l'axe des Y, c'est la performance, et l'axe des X, le temps qu'on va y consacrer. La première chose à faire, et là c'est en rebond exact avec ce qu'ont évoqué les deux précédents orateurs, c'est, alors il a évoqué le modèle de Dreyfus, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on attend si 100% c'est la performance de l'expert, qu'est-ce qu'on attend en sortie d'une personne, une qualification. Voilà, qu'est-ce qu'on attend de lui? Là, je l'ai mis forfaitairement à 80%. Hein. Le jeune apprenti, on n'a pas besoin qu'il soit tout de suite expert. Et c'est ce que montre d'ailleurs notamment ce modèle de Dreyfus. Donc c'est à mon sens l'étape la plus importante. Qu'est-ce qu'on attend comme compétence? C'est quoi ce qu'on veut avant de commencer à simuler? On veut quoi comme évaluation? Au début, on va partir des zéros. On va dire que l'apprenant ne sait rien. La première étape qu'on va toujours avoir en escadron, c'est la théorie. On va ouvrir les bouquins. Aujourd'hui, c'est plus ouvrir les iPads. Et on va apprendre les modèles théoriques, que ce soit des modèles techniques de l'avion, que ce soit des standards de procédure, etc. Peu importe, tout est écrit. Il y a des standards de l'OTAN, certains éléments sont propres aux armées ou aux escadrons, aux avions qui sont utilisés, mais il y a des standards et on apprend la théorie. L'apprenant, l'interne, chez nous, on appelle ça un PIM, et on lui demande de bosser les bouquins. Bosse les bouquins d'abord, on verra après. La seconde étape, c'est qu'il va avoir des entretiens avec un senior, un instructeur, qui lui va le challenger. Va en gros lui demander, mais t'as compris quoi du livre? Et va lui donner les premiers tips, les premières astuces, des choses qui sont pas forcément marquées dans le bouquin. Lui, c'est sa manière de faire, ce qui différera peut-être d'un autre pilote, mais en tout cas, voilà, on n'est pas encore dans le simulateur, on est en cours au sol, en interaction. Il va évidemment valider si l'élève a bien travaillé. La première étape, il faut avoir le droit de monter dans le simulateur, et pour cela, il faut déjà avoir fait ses devoirs avant. Oh, désolé, il y a certains éléments de typographie qui sont peut-être un peu décalés, peu importe. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle, on n'est pas encore en simulateur, hein, c'est l'entraîneur de vol. C'est un petit simulateur.
C'est en gros un PC avec un écran, avec un clavier et des touches, une souris, et on apprend les choses vraiment de base d'interaction. En gros, si j'appuie sur ce bouton dans l'avion à tel moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'avantage de l'entraîneur de vol, c'est que ça coûte pas cher. Ça rejoint un petit peu les propos qui étaient évoqués avant. Est-ce qu'on peut segmenter et puis avoir des petites choses moins chères et qui nous évitent de passer du temps en salle? Oui, c'est ça. Les entraîneurs de vol et les industriels nous font ça. C'est pas forcément l'industriel qui fait l'avion qui fait ça. On y a d'autres sociétés, Thales, Logitech et autres, qui s'apprendre, qui font ça très bien pour des avions qui sont d'une autre marque, la marque Dassault, en tout cas en France. Une fois qu'on a débroussaillé ça, on passe au simulateur de vol. Enfin, alors les simulateurs de vol, c'est un environnement très réaliste. Hein. Là, vous voyez sur la vidéo, hein, c'est une cabine réelle, un cockpit réel de Mirage 2000 qui a été mis dans une grande sphère sur laquelle est projeté tout autour de nous, est projeté un environnement avec un niveau de réalisme suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le simulateur de vol, c'est au simulateur de vol qu'on va faire l'évaluation. Est-ce qu'il a le niveau de compétences techniques nécessaires? C'est à ce simulateur, c'est atteint. On a arrivé, on le développe et on atteint en simulation. Ça coûte beaucoup moins cher et on prend moins de risques. Et ensuite, étape suivante, une fois qu'on a passé ça, on a le droit d'aller en vol. C'est pour chaque nouvelle compétence technique qu'un jeune pilote va acquérir. Hein. Il y a différents, je vous passe les détails techniques, mais vous faites certainement des parallèles avec votre activité chirurgicale. Et vous pouvez voir, il y a une chose intéressante, c'est que, eh bien, en vol, on va aller chercher, on va développer ses compétences. Là, j'ai mis forfaitairement vers 97%, mais peu importe, hein, ça peut être beaucoup moins que ça. Mais en tout cas, la courbe s'aplatit. C'est pas en vol qu'on va travailler, on va mettre en œuvre et on va être dans l'environnement réaliste. Ça reste une étape nécessaire, le vol. Hein. On ne fait pas tout en simulation. Il faut s'y confronter. Il faut être dedans. C'est très important. Et je pense que vous aussi, je pense que vous validez ça, qu'il faut être vraiment au contact. Il y a besoin de ça. On a besoin de sentir le kérosène. On doit y être confronté à l'environnement réel. Autre approche qui est intéressante, là on prend un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, et acquérir et maintenir des compétences, il y a des blocs qui sont effectués. Et je crois que des choses similaires ont été évoquées. La première chose, c'est les compétences techniques. C'est-à-dire vraiment savoir piloter un avion de manière très, très basique, très technique, un décollage, atterrissage. Voilà. Si on ne sait pas faire ça, eh ben, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si on ne sait pas piloter un robot, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, pourquoi aller plus loin? Si on ne sait pas, voilà, c'est ce qui était évoqué juste avant. Ça, c'est le socle. Par-dessus ce socle, on va mettre des compétences opérationnelles élémentaires. C'est-à-dire que là, maintenant, on va pouvoir parler de combat, de standard, de mise en œuvre de l'avion à une finalité opérationnelle. Piloter, c'est un moyen, mais ça sert à rien en soi. Ce qui sert, c'est d'accomplir une mission. Comme vous, on pourrait mettre compétences cliniques ou compétences médicales, je ne sais pas quel est le terme approprié. Ça vient forcément après les compétences techniques. C'est très concret et c'est développé dans toute une programmation qui est écrite dans un livre qu'on appelle les CPIPN, les consignes d'instruction du personnel navigant, consignes permanentes. Et ensuite, on a une dernière surcouche qui est pas systématique pour tout le monde, c'est une histoire de qualification et autres, qui sont des compétences opérationnelles expertes. Vous évoquez souvent la spécialisation / surspécialisation. On est dans ce domaine. C'est-à-dire que moi, très concrètement, bien que je sois opérationnel sur Mirage 2000, il y a certaines compétences opérationnelles expertes que je n'ai pas parce que je ne vole que 30 à 40 jours par an et que pour maintenir certaines compétences, il faudrait que je vole plus. Tout ça, c'est évalué et je n'ai pas plus de jours de réserve alloués pour diverses raisons. Donc, je ne vais pas avoir ces compétences-là, je ne pourrais même pas les maintenir. Donc, je n'aurais même pas le droit de les mettre en œuvre. C'est vraiment des choses très ciblées, très techniques. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On appelle ça des labels. Pour les maintenir, il faut une activité, il faut maintenir une certaine activité. On continue on observe la simulation sous tous les angles. Et là, on va voir, en fait, ces simulateurs, c'est super, mais c'est qui met en œuvre ces simulateurs? Qui nous fait l'instruction sur ce simulateur? Quand on y va, c'est un centre de formation, un centre de simulation qui est dédié sur chaque base aérienne. Chaque base aérienne a forcément son centre de simulation. Et là, on va voir qu'en fait, c'est pas des pilotes. Ce centre est gouverné et dirigé par des pilotes et des navigateurs, mais les personnes qui nous font la formation sont pas directement des pilotes. Je vais vous montrer une petite vidéo, ça dure 1 minute à peu près, et ça, vous trouvez ça sur la chaîne YouTube de l'Armée de l'air et de l'espace. Et on va voir en fait qui sont ces personnes.
Là, c'est moi, quand j'ai commencé à piloter à 17 ans. C'est au club qu'on m'a parlé pour la première fois d'être moniteur de simulateur. Je suis entré dans l'armée de l'air où j'ai été formé pendant 1 an. Mon boulot, c'est d'entraîner les pilotes. Je peux simuler du mauvais temps, des pannes, mais aussi des ennemis. Ici, c'est moi le maître du jeu. Ça permet de valider et de maintenir mes qualifications. Bref, toutes les missions qu'on demande aux pilotes de Rafale. Avant le vol, on parle du scénario. Je fais chaque mission moi-même dans le simulateur avant de la faire aux pilotes. Du coup, je connais le système du Rafale par cœur. Pour faire une bonne simulation, il faut savoir ce que c'est que le vol. J'ai la chance d'embarquer de temps en temps avec eux et ça décoiffe. Ce que j'adore avec ce métier, c'est le contact avec les pilotes. Et aussi de travailler sur des machines bourrées de technologie. Et ça, juste avec mon bac. J'avais envie de travailler dans un environnement aéronautique. Aujourd'hui, je suis moniteur simulateur de vol. C'est intéressant. Les experts ont reconnu que c'est un sous-officier. Et c'est donc qui fait, lui, de l'entraînement pour des officiers. C'est intéressant, hein. C'est lui qui est le patron, l'instructeur, et il a un grade différent. Par contre, il a une fonction. Dans l'armée de l'air, on distingue la fonction et le grade. Le grade, c'est une chose, mais la fonction prime sur le grade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, même s'il est hiérarchiquement inférieur, dans le centre de simulation, c'est lui le patron. Et c'est lui qui va noter, évaluer les pilotes. Alors, ça passe très bien. Et justement, le fait qu'il ne soit pas pilote, c'est très, très bien. L'avantage, c'est qu'il voit passer toute la journée, il passe ses journées au centre de simulation, il voit passer plein d'équipages. Et quand il nous débriefe, il a un aperçu que nous, on n'a pas. Nous, on ne voit pas les autres équipages. On ne sait pas comment ils se comportent en vol. On ne sait pas. Et lui va dire, voilà, la plupart des pilotes font comme ça, il y en a qui font comme ça. Et c'est neutre. Il n'est pas en train de dire, moi, j'ai la meilleure technique. Il n'est pas pilote. Il est en train de nous faire un feedback, un retour de données de ce qui se passe, des tendances qu'il y a dans l'escadron. Et c'est un rappel des procédures, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et ça se passe justement très bien, peut-être parce qu'il n'est pas pilote. L'avantage pour le système, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Et oui, un sous-officier personnel non navigant, ça coûte beaucoup moins cher à former. Il est sélectionné sur des critères, certes, de motivation, mais aussi de compétences pédagogiques. Pas techniques, qu'il sache piloter un Rafale ou pas, c'est pas ça qui compte. Il va faire piloter les autres. Et donc, des compétences pédagogiques. C'est comme ça qu'il est formé. On forme des pédagogues. En maintien de compétences, Todd Larson, j'étais ravi d'entendre ce qu'il disait, que la recertification dans de plus en plus d'établissements est obligatoire, et si on ne l'a pas, on ne peut pas poursuivre le curriculum au robot en tout cas. Eh bien, nous, en escadron, chaque mission est notée, quelle que soit sa qualification, même pour les seniors, il y a une note. Et c'est noté avec un code couleur qui est quadricolore, hein, on appelle ça entre nous le Picasso. Picasso, pourquoi? C'est parce que sur chaque livret de progression, eh ben, en fait, on a un petit peu toutes les couleurs. On est content qu'on ait plus vers le bleu, voire le vert. On est un peu moins content quand ça se prend des couleurs jaune au rougeâtre. Et ces Picasso sont pour les équivalents des internes, donc tous les pilotes en instruction, sont affichés ouvertement dans la salle d'opération, la salle des opérations. On a des termes un petit peu similaire. On appelle ça la salle d'ops, ce qui est le cœur de l'escadron dans lequel on prépare toutes nos missions opérationnelles. Et donc, c'est affiché et tout le monde peut voir la progression des internes / chefs de clinique, pour reprendre à peu près le parallèle. Hein, ce sont bien sûr d'autres appellations qu'on a en escadron. Chaque ligne est axée, puis on peut voir où on est tel pilote, tel navigateur, avec ce simple code couleur. Il n'y a pas besoin de lire dans le détail, il suffit de savoir reconnaître les couleurs. Pour rester dans la simulation, chaque pilote dans l'armée de l'air doit faire à minima 5 missions de simulateur par an. C'est obligatoire. S'il ne les fait pas, ils n'ont pas ces qualifications. Il y a des missions d'entraînement aux procédures de panne et il y a des missions qui sont des entraînements, ce qu'on appelle au vol sans visibilité. C'est pour avoir des qualifications, pour savoir atterrir en toutes conditions de sécurité, même si la météo est très mauvaise. Et tout ça, c'est validé sur simulateur. Si le niveau n'est pas atteint, on reprogramme une autre séance de simulateur pour retravailler telle panne spécifique ou telle chose qui n'aurait pas été d'un niveau suffisant. Et une des autres règles, il y en a plusieurs, mais là, c'en est une que je connais pas mal. C'est comme je ne vole finalement qu'une trentaine, quarantaine de jours par an,
s'il y a plus de 40 jours sans voler, on doit repasser au simulateur de vol. C'était mon cas la semaine dernière. J'avais pas volé depuis 2 mois à peu près. J'ai dû me faire recertifier sur simulateur, bien que ça fasse plus de 20 ans de vol et que j'ai plus de 3000 heures de vol. Peu importe, je dois me faire recertifier, quelle que soit la qualification. Et donc, j'ai fait 1 heure de séance de simulateur de vol pour tester tant mes habiletés de routine quotidienne, de mise en œuvre du système tant qu'il va bien, que les habiletés en cas de panne. C'est obligatoire. Si on ne fait pas ça, on n'a pas le droit d'aller en vol. Un autre regard, c'est que comment s'est organisé ça, la simulation. C'est une sorte de relation tripartite, c'est qu'on a l'apprenant, le pilote lui-même, qui va être dans son simulateur de vol. Il y a le centre de simulation qui, lui, met en œuvre et fait le travail au quotidien de formation et de certification. Et tout ça, c'est réglementé par une autorité décisionnaire, par l'état-major qui édite des textes. En gros, c'est la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que le centre de formation met en œuvre des préceptes qui sont édités formellement par une autorité décisionnaire et tout ça au profit du pilote. Et pour terminer, la simulation, c'est de la formation, on l'a vu, d'acquisition et maintien de compétences, mais aussi, le simulateur de vol, ça peut être un outil de sélection. Et c'est-à-dire qu'un pilote, même s'il est déjà très avancé dans son cursus, qu'il est déjà interne ou jeune chef de clinique, pour prendre cet exemple, eh bien, en fait, on peut voir qu'il ne fait pas l'affaire. Même à ce niveau-là, même après plusieurs années, on peut dire il ne fait pas l'affaire. Et parfois, le simulateur montre ça. C'est au simulateur ça peut être en vol, ça peut être au simulateur, ça peut être bien souvent un mix des deux, bien sûr, bien évidemment. Et auquel cas, eh bien, merci, mais désolé, on doit se séparer de toi. Même si la formation coûte très cher et qu'il a passé plusieurs années dans l'armée de l'air. Moi, je me souviens, le premier, lorsque je dirigeais le centre de formation des équipages généralistes 2000D, le premier qu'on a dû faire passer en conseil d'examen de profession, ça faisait 7 ans qu'il était dans l'armée de l'air. Et pourtant, désolé, ton rêve d'enfant s'arrête aujourd'hui et on te réoriente. L'aventure ne s'arrête pas pour autant. On le réoriente et l'armée de l'air et l'espace à de multiples composantes. Et on lui propose d'autres spécialités non navigantes et bien évidemment. La plupart sont renseignement, espace et autres, où il y a encore plein d'autres voies dans lesquelles il peut se réorienter s'il le souhaite. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là. Merci Jean-Pierre Henry. Merci, Monsieur Henry. Vos présentations, c'est la première fois qu'on vous entend ici à l'Académie nationale de chirurgie, sont toujours tout à fait merveilleuses. J'ai un commentaire et une question à vous poser. Un commentaire par rapport à la communication de Monsieur Chris Simon qui faisait une comparaison avec le pianiste, l'apprentissage des gammes. Alors, quand on monte une gamme en do majeur avec la main droite, do, ré, mi, on passe sur le pouce, etc. Puis on termine jusqu'au do. Avec la main gauche, on fait do, ré, mi, fa, sol et on passe le majeur, etc. Alors, ça, on apprend ça, des fois avec des coups de baguette, et je suis persuadé, quant à moi, que si vous voulez jouer ici tous la lettre à Élise, au bout d'1 mois d'apprentissage, vous serez capable de le faire. Alors après, vous n'êtes pas Rudolf Serkin, vous n'êtes pas Glenn Gould non plus, d'accord. Et je veux dire par là que le problème de la simulation ne doit pas être un obstacle à la progression et à l'apprentissage et à la propulsion dans l'avenir, si vous voulez, vis-à-vis de la formation des chirurgiens. Au contraire, c'est un plus et ça me paraît être tout à fait essentiel. Ce que vous avez dit aussi par rapport à la formation, vous avez dit qu'il y avait une dissociation entre le grade et la fonction. Et peut-être, je me tourne vers Jacques Hubert, c'est ce qui pêche un petit peu dans notre aspect de formation. Pourquoi? Par définition, le professeur des universités, il est investi d'une mission divine, donc tout lui tombe dessus, et ce qu'il dit, par définition, c'est bien. Je donne comme exemple, de temps en temps, l'apprentissage qui peut être fait par, je n'ai pas peur de le dire ici publiquement, des infirmières, voire parfois des brancardiers. Un brancardier qui travaille la nuit depuis 20 ans, il a vu 10 000 luxations de l'épaule. Si, mais il faut être humble. Et puis quand vous êtes, vous, interne, sans formation et que vous avez une luxation de l'épaule, eh bien c'est lui qui va vous expliquer. Et alors, si vous lui dites,
moi interne des hôpitaux, bac+10, toi brancardier, bac moins, ça ne marche pas. Et je crois que ça, là, il y a quelque chose sur le plan conceptuel à faire. Enfin, la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Il est certain qu'à partir du moment où il y a des nouveautés pédagogiques, c'est un terme que vous avez employé à plusieurs reprises, la pédagogie, c'est quand même quelque chose d'important. Ces méthodes pédagogiques, à mon avis, doivent rester au sein de l'université. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le cadre de la création de ce qu'on a fait à Nancy, bon, moi j'étais doyen, j'étais chirurgien, il y avait un projet et j'ai dit oui. Et comme le doyen peut tout, ça s'est bien passé. Mais imaginons qu'un autre doyen soit biologiste, il peut très bien laisser tomber les choses. Or ça coûte cher. Alors ma question, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que ce type de formation par simulation, par préparation, parce que je pense que tous les internes en chirurgie sont capables de le faire, nonobstant quelques-uns qui sont vraiment des manchots et puis qui ne sont pas faits pour ça, quoi. C'est-à-dire, il y a quelques-uns qui ne seront jamais capables de passer le pouce sur le fa en montant une gamme en do majeur. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait générer au sein de l'université? Oui, je vous rejoins pleinement. Je mettais dans ma diapo qu'il y a une autorité décisionnaire qui est indépendante du centre de formation. Et là, que ce soit au niveau universitaire, donc local de chaque université, ou au niveau national, décidé par une entité supranationale, c'est elle qui doit donner toute la gouvernance. Et ensuite, les experts en pédagogie mettent en œuvre, ils font de la mise en œuvre de ce qui est décidé au niveau universitaire, académique. Ce ne sont que, entre guillemets, des techniciens qui mettent en œuvre ce qui est décidé. Et s'il y a un problème, ils en réfèrent à l'autorité et c'est l'autorité qui décide. Et donc, voilà, je pense qu'il faut bien cette séparation des pouvoirs, elle me paraît importante. Merci, monsieur Henry, en tout cas. Merci. Puisque le micro bouge, est-ce que je peux poser une question très rapide? Est-ce qu'il y a une question d'âge? Pour la sélection des pilotes, oui, bien sûr. Oui. Et ma question, en fait, elle dit, est-ce que, par exemple, un chirurgien qui a 55 ans, il pourra se mettre aussi facilement au robot qu'un collègue qui en a 35? Je crois on peut avoir des témoignages en direct. Je vous propose une réponse d'un de nos jeunes étudiants il y a quelques années. Jean-Claude, veux-tu témoigner? Tiens. Oui, bon, c'est vraiment sympathique de me donner la parole et donc je vais pouvoir en même temps faire un témoignage. La première, effectivement, je crois que j'ai fait votre DU et on avait une partie de Dry Lab et de Wet Lab. Je pense que j'avais 70 ans, donc et je me suis intéressé à l'implémentation et au travail sur le simulateur à Argenteuil pour l'implémentation des robots. Mais moi, je voulais juste dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ce qui était c'est formidable à Nancy et au Sun Institute, c'est que ce sont justement c'est ce jeune que vous avez vu là, qui est l'instructeur. Ce sont alors sous le contrôle de Jacques Hubert, mais ce sont ces instructeurs de l'aéronautique qui nous ont formés de A jusqu'à Z. Je veux dire sur cette partie du cursus. Sur les simulateurs, et c'était vraiment extraordinaire. C'était une expérience avec une pédagogie. On voit très bien que derrière, il y a énormément de métiers, énormément de compréhension de toutes les situations, une pédagogie, et je crois, on pourrait dire pour des militaires, il y en a qui ont des a priori, mais énormément de psychologie et de compréhension de celui qui est en face de vous. Pour les chirurgiens seniors, on m'a donné l'image d'un ami qui était moniteur, enfin, formateur sur Boeing 777 à Air France, qui m'a expliqué la courbe du poisson, dite du poisson. Un jeune va avoir une progression qui sera très rapide au départ parce qu'il a des habiletés, il a fait des jeux vidéo, etc. Mais ensuite, son expertise va faire que finalement, ça va atteindre un espèce de plafond et il va progresser beaucoup plus lentement. Le senior, lui, va avoir plus de mal. Donc, là, sa courbe va peiner à monter. Mais après, une fois qu'il aura acquis les techniques de base, ses connaissances à lui vont lui permettre de pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Et donc, il va rejoindre le niveau du jeune. Et donc, on a cette courbe qui ressemble à un poisson. Voilà, donc la robotique, c'est à peu près la même chose, c'est ce qu'on constate.
un chirurgien de 50 ans, il peut s'y mettre. Et s'il a une expérience, alors c'est sûr qu'il aura plus de mal au départ à gérer la machine. Il fera peut-être partie de ceux dont on dira, il est un petit peu des difficultés. Mais au bout d'un certain temps, comme il s'agira d'appliquer la technique chirurgicale, il n'aura pas besoin de réapprendre l'anatomie. Il connaît tous les temps opératoires, etc. Oui, une dernière, peut-être une question complémentaire. Dans quelle mesure la chronicité éventuelle de retour sur les simulateurs doit être inclus dans les maquettes de formation, parce que peut-être au bout d'un certain temps, le niveau de performance s'émousse. Il faut que revenir vers la simulation si on n'a pas assez pratiqué en salle d'opération, etc. Donc, vous faites ça, je crois, régulièrement pour les pilotes dans le civil ou dans le militaire. Ils font de la simulation je ne sais pas quelle est la périodicité, mais ça a l'air d'être fait partie de leur mode de maintien de leurs compétences. Et donc, ils se remettent en question tout le temps. On fait passer des niveaux supérieurs éventuellement. Oui, tout à fait. Nous, ça a été défini de manière empirique et avec le temps, ces données se sont affinées et ça dépend aussi du type de vecteur, du type de qualification à maintenir et autres. Et c'est une question que je me pose régulièrement pour votre activité, notamment en robotique. Au bout de combien de temps serait-il pertinent de faire passer à quelle période, de retourner au simulateur? Est-ce que ce serait un savant dosage de dire en fonction un chirurgien qui fait 3 robots par jour versus un qui fait un robot tous les 3 mois, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à creuser. Ce serait, je pense, quelque chose à mener, une étude à mener, des réflexions à mener. J'ai pas de valeur à donner là, ce serait juste impossible. Mais je pense que c'est un des challenges de l'avenir et des publications à venir d'aller travailler sur ce domaine-là. Quelle est la juste valeur? Faut pas en faire trop ni trop peu. Quelle est la valeur, juste valeur, tout simplement. Oui, merci. Il y a une question en ligne de Gérard Morvan. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Merci, Monsieur le Président. Jacques Hubert nous a appris que le prix d'un robot était à peu près de 120 000 €. Quel est l'ordre de grandeur du prix d'un robot d'entraînement militaire et combien d'exemplaires sont-ils à peu près produits pour avoir une idée de la différence entre les deux, et notamment pour comparer leur efficacité? Je crois que le prix d'un robot, Jacques Hubert, c'est plus… Le prix d'un simulateur type Mimic, c'est 120 000 €, effectivement. Oui. Donc, le prix d'un simulateur de vol, c'est le même prix qu'un avion. Vous êtes tous contribuables, nous vous remercions pour cela. Je vais pas c'est difficile à estimer le vrai prix. En dessous de 50 millions d'euros, on n'a rien. Ça dépend des options après. Mais donc, oui, le prix d'un simulateur de vol, c'est le même prix qu'un avion. La base aérienne de Saint-Didier, par exemple, le centre de simulation Rafale, a 4 postes de simulation. Voilà, pour les 2 escadrons qui sont sur la base. Sachant que les simulateurs de vol, si on prend par exemple ceux de nos amis de l'aviation civile, tournent 24 heures sur 24. Dans l'armée, on fait des simuls de nuit parfois, mais ça dépend, voilà, des ressources. Ça nécessite bien sûr des ressources, un investissement humain, mais ça peut très bien tourner 24 heures sur 24. Et ce qui se passe à Charles de Gaulle et à Orly, ça tourne 24-24, il y en a peu, mais on a rentabilise au maximum. La question qui pourrait se poser dans les futures écoles de chirurgie, c'est d'utiliser le matériel également en grande partie toute la journée. En proposant des stages, plusieurs stages par jour. Ben oui, par 24 heures, par 24 heures. Pour les opérations. Donc ça fait partie de toutes les choses qui ont été réglées chez vous en aéronautique et qui sont encore balbutiantes chez nous. Donc on a vraiment merci beaucoup pour cette communication qui nous donne plein d'idées pour la suite de la formation.